merci de nous rejoindre pour le 5e numéro de votre tribune d'échange au cœur des législatives. C'est une émission parrainée par le Conseil supérieur de la communication à la faveur de la double campagne législative et présidentielle 2020. 6 partis politiques sont invités à se dévoiler davantage au public afin de mieux expliquer leurs ambitions et leurs stratégies d'action. Pour ce numéro, tous ont répondu présent. Il s'agit de l'ANAFA avec M. Herman Bado à ma gauche. Bonsoir M. Bado. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci également à M. Kassoum Sanfo du RPR qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir nous avons aussi avec nous M. Clovis Dabiré du mouvement Le Réveil. Bonsoir M. Dabiré. Nous avons aussi Mme Mamata Tiendrebego du MPP. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec nous également ce soir M. Salam Sawadogo du RMB, Rassemblement des Mains Blanches. Bonsoir. Bonsoir. Et également M. Mamadou Benao du PDC. Bonsoir M. Benao. Bonsoir madame. Merci à tous et bienvenue sur ce plateau. Alors d'entrée de jeu, je vais vous permettre de mieux faire connaître vos différentes formations politiques au public, même pour celles qui sont, je dirais, qui ont de l'expérience sur le terrain, la répétition étant pédagogique. Et je vais commencer avec la seule dame de ce plateau, Mme Mamata Tiendrebego, le MPP. Merci bien. Je rectifie, si vous permettez. Je suis députée Mamata Tiendrebego. Je siège à l'Assemblée nationale au nom du Mouvement du Peuple pour le Progrès, lequel également je représente ici ce matin, le MPP. Voilà, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin et ce soir plutôt, en espérant que ce que nous allons apporter les uns et les autres vont davantage inciter les électeurs à nous donner leur voix, pour qu'ensemble on change positivement les choses. Je vous remercie. D'accord. Alors, Monsieur Bado de l'ANAFA Kadiogo. Écoutez, en tout cas, merci de nous recevoir une fois de plus. Alors, c'est vrai que la nouvelle alliance du FASO est un des partis politiques aussi actuellement représentés à l'Assemblée nationale. Alors, nous sommes donc dans la compétition pour les législatives, donc dans les 45 provinces du pays et également sur la liste nationale. Et donc, pour le compte donc, du Kadiogo, dont je suis la tête de liste, nous avons donc réellement pour ambition en tout cas de se dire en tant que porte-parole en tout cas de cette population-là à l'Assemblée nationale, c'est d'être déjà très à l'écoute déjà. Et ce qu'on note déjà d'entrée, c'est cette soif-là, cette fatigue-là qu'on voit tout de suite dans les visages donc, des populations que nous rencontrons. Parce que pour vous dire, on a fait l'ensemble des villages du Kadiogo. Et aujourd'hui, il y a une constante qui revient, c'est cette nécessité-là, mais véritablement de changer de majorité. Parce que les 5 dernières années ont été très longues, et voire interminables. Et je pense que la majorité actuelle, en tout cas, a marqué des signes. Et comme quoi, véritablement, quand on est représentant d'une population et que finalement, il y a des lois antisociales qui sont adoptées, ça montre réellement le décalage qu'il y a eu. Et je pense que l'idée ici, en tout cas, c'est d'expliquer justement quelle est cette alternative-là que nous portons. Et nous espérons, en tout cas, pouvoir, en tout cas, convaincre. Et c'est vrai que, humblement, donc, c'est une élection. On attendra de voir donc ce que ça va donner. D'accord. Alors, M. Benao du PDC, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre parti ? Alors, merci déjà de nous avoir invités sur votre plateau. Et le Parti pour le développement et le changement est un parti qui a été créé à la veille des insurrections. Ce parti a participé activement à cette insurrection à travers l'âme de ce parti, celle qui a fondé le parti, qui est une dame, Madame Saran Sérémé, et qui est bien connue au niveau de notre pays. Une dame très engagée, compagnon du président Thomas Sankara, comme nous l'avons tous été également, et qui, jusqu'à présent, essaie autant que faire se peut, dans la fonction qu'elle occupe, de créer un certain nombre donc, de conditions de paix, de stabilité au niveau donc, de notre pays. Alors, en ce qui concerne donc, le PDC, nous avons opté pour la jeunesse. Parce que, quoi que l'on dise, à l'étape actuelle, nous sommes à un moment crucial où des générations s'apprêtent donc à partir et des générations s'apprêtent donc à venir. Alors, il est nécessaire donc pour ces générations actuellement qui s'apprêtent à partir, à passer le flambeau, donc de former les plus jeunes. Alors, parlant donc du travail que nous avons abattu, parce que nous faisons partie de la
majorité présidentielle. Nous estimons donc que durant les 5 ans, la majorité s'est véritablement très bien battue. Parce que c'est pour une première fois, et beaucoup ne le réalisent pas, qu'après Maurice Yameyogo, nous avons un président civil. Or, à l'étape actuelle, nous sommes tous en train donc d'appeler la démocratie de tous nos voeux. Et le président Kaboré, qui est profondément démocrate, a effectivement montré beaucoup de disponibilité à faire évoluer notre nation vers cette démocratie-là. Parce qu'en vérité, sans démocratie, sans formation des uns et des autres, ce serait un perpétuel recommencement. D'accord. Alors on va s'intéresser aussi au mouvement, le réveil. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur votre mouvement pour ceux qui ne le connaissent pas? D'accord. Alors merci beaucoup madame. Alors je suis Clovis Daviré, je représente ici le premier titulaire du mouvement Le Réveil. Alors il faut dire que le mouvement Le Réveil, c'est un mouvement associatif en réalité, avec le nouveau code électoral qui nous permet de prendre part aux échéances locales, c'est-à-dire les législatives dont nous parlons actuellement. Alors, ce mouvement, il est associatif. Alors, il est né, bien sûr, depuis 2015, suite à des cadres de rencontres des jeunes du Yoruba que voilà, nous organisons chaque mois. Voilà, 6 à Wemtengal là. Et nous faisons des plaidoyers, nous diagnostiquons quelques problèmes voilà, de la province du Yoruba, voilà, que nous soumettons bien sûr aux autorités locales. Voilà. Vous êtes donc tout nouveau dans l'arène politique. Voilà. D'accord. Voilà. Suite à ces plaidoiries et autres, voilà, on a vu que rien ne bougeait. Voilà. Et pour cela, on a décidé de mettre en place l'association et d'aller dans tous les villages, les 8 communes de la province du Yoruba, et d'inviter chaque jeune, bien sûr, à se mettre au développement de sa localité. Ok. Alors, je suppose que pour faire bouger les choses, vous avez adopté en tout cas la stratégie qu'il faut. On va revenir sur ça tout à l'heure. On va s'intéresser également à M. Kassoum Sanfo du RPR. Est-ce que vous pouvez mieux nous présenter votre formation? Merci beaucoup, madame. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Et avant l'entame de mes propos, je veux rendre un vibrant hommage d'abord à tous les devanciers, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui depuis janvier 2014 et 2015 plutôt, défendent notre patrie contre les corps et âmes. Et nous sommes le secrétaire exécutif national du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il faut dire qu'après l'insurrection d'octobre 2014, la majorité des milliers de jeunes qui aspirent à la politique n'avaient pas de repère en fait. Donc c'est ça qui nous a suscité de porter sur les fonds baptismaux du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau à la tête, avec le président Ali Badra Ouedraogo à la tête qui n'est plus à présenter au milieu des jeunes. Et nous avons décidé de participer au débat pour la consolidation de l'unité nationale, pour la bonne gouvernance politique, économique et sociale, et également conquérir et gérer les pouvoirs d'État. Donc voilà ce qu'on peut dire à propos du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. D'accord. On va aussi parler du Rassemblement des Mains Blanches avec M. Sawadogo. Les Mains Blanches, c'est quoi? Avant tout propos, je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui sont tombées en défendant notre nation, et aussi rendre encore apporter mon soutien toujours à ces forces de défense et de sécurité et qui se battent vaille que vaille pour que notre pays puisse survivre. Et en dehors de cela aussi, rendre encore un hommage à toutes ces personnes tombées sous les balles assassines de ces malfaiteurs. Avant tout propos, je vous remercie particulièrement et puis à la RTB de me donner cette opportunité de pouvoir déballer de long en large le Rassemblement des Mains Blanches, qui est un parti des jeunes, des vieux, des femmes, des ouvriers de toutes les couches du Burkina Faso qui n'ont pas encore pris part à la gestion de ce pays et qui veulent prendre leur destin en main.
Donc, le Rassemblement des Mains Blanches est un parti qui a été créé, qui a eu son récépissé le 19 août 2019 et nous sommes affiliés à la majorité présidentielle. Mais nous avions décidé cette fois-ci d'aller aux élections en essayant d'amener la jeunesse vers un engagement probant, un engagement sincère et digne. Nous ne pouvons pas rester dans les cabarets, dans les maquis, à critiquer sans pour autant aller au front et pouvoir défendre vaillamment, vaille que vaille, ce que nous avions comme idéologie et ce que nous avions à apporter à notre nation. Et de cela, nous invitons à la jeunesse burkinabé de rester éveillée, de rester debout, de s'assumer. Et c'est pour cela que nous avions essayé et nous avons aujourd'hui présenté notre parti dans 5 provinces, donc des listes dans 5 provinces que nous osons et que nous espérons avoir des députés pour aller défendre la cause du Burkinabé lambda à l'Assemblée nationale. Justement, vous parlez de la cause du Burkinabé. Lorsque vous observez en tout cas l'univers politique et la gestion du pouvoir, quels sont selon vous les domaines qui méritent en tout cas qu'il y ait plus d'attention une fois que vous aurez eu accès à l'hémicycle? Je voudrais d'abord attirer l'attention sur le cas de cette jeunesse burkinabé qui aspire beaucoup à l'alternance. L'alternance bien sûr, mais il faudrait que nous engageons. Si vous voyez cette jeunesse, ces ouvriers, ces commerçants qui se battent matin, midi, soir et qui veulent qu'on puisse les accompagner avec des microcrédits qui sont vraiment compliqués à avoir, où il faut avoir des garanties qui sont compliqués pour ces personnes lambda. Nous pensons que lorsque nous arriverons à l'Assemblée nationale, nous allons défendre, nous allons proposer des lois afin que ces Burkinabés diminuent, qui n'ont pas de ressources pour pouvoir exercer vaillamment leur commerce ou leur entreprise, puissent avoir accès à des crédits, à des microcrédits, sans passer par des garanties. Il y a aussi les cas de ces Burkinabés, de ces ouvriers, ces chauffeurs qui prennent le risque de mettre leur vie en danger pour aller traverser des milliers de kilomètres, aller transporter des marchandises, venir nourrir le peuple burkinabé, aussi booster l'économie du Burkina Faso, qui ne sont pas prises en compte, qui sont lésés, qui ne sont pas embauchés et qui ne sont pas reconnus par la caisse. Vraiment, c'est un truc déplorable. Nous allons vraiment défendre cela à l'Assemblée nationale pour que ces personnes, ces chauffeurs, ces ouvriers de toutes formes puissent être reconnus et embauchés et engagés au sein de la caisse pour que, après leur vie, leur famille puisse avoir une garantie de vie. Et aussi, il y a ces personnes, des agriculteurs, ces femmes qui font le commerce, ces femmes qui se débrouillent pour nourrir leurs enfants, qui sont les sources même des foyers, qui n'ont pas franchement dit d'accompagnement, même si ces 5 ans de son Excellence, M. Roch-Marc Christian, il y a eu de fait, nous demandons, que nous allons demander une fois à l'Assemblée nationale que cela puisse être un concret et que ces personnes-là puissent être vaillamment prises au sérieux et qu'on puisse encore dégager de la place pour qu'elles puissent vivre dans un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale. Et cela ne peut pas se réaliser ni le développement sans que les Burkinabés de toutes les couches ne soient pris en compte. Et c'est pour cela que le Rassemblement des Mains Blanches, nous nous engageons cette fois-ci pour ces personnes de toutes couches qui sont des Burkinabés, qui sont lésés et qui nous déplorons leur situation. D'accord. Alors on va s'intéresser aussi au RPR. Pour vous, qu'est-ce qui nécessite en tout cas que vous ayez plus d'engagement au niveau de l'Assemblée? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que l'offre politique du Rassemblement des Patriotes pour le renouveau s'articule sur 5 points. Et d'abord, c'est la sécurité du pays. Vous êtes sans ignorer que depuis janvier 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques récurrentes par des hommes sans foi ni loi. Et cela met en mal le développement durable de notre pays. Donc, vu cela, nous allons proposer des lois dès qu'on accède à l'hémicycle pour beaucoup plus doter les forces de défense et de sécurité en moyens et en logistique et beaucoup plus renforcer le renseignement pour mieux défendre notre patrie. Et au-delà de ça, la majorité de la population burkinabé est faite de jeunes. Pourtant, c'est cette couche-là qui est en chômage. Vous avez des diplômés qui sont là, sans métier, sans emploi et qui constituent un véritable entrave au développement de notre pays. Nous proposons des formations plus
professionnalisante, de réorienter notre système scolaire, beaucoup plus les curriculaires et à revoir, parce que ce sont des curriculaires qui datent de 1960. C'est des choses qu'il faut revoir pour que cette jeunesse-là, qui aspire au développement, qui aspire au bien-être, puisse en tout cas avoir de quoi faire. Et nous allons également penser par la réconciliation. Parce qu'actuellement, il y a des fils et des filles de ce même pays qui ne se parlent pas. La fracture sociale est profonde. Nous, en tant que jeunes, nous n'avons pas à s'ingérer dedans. Nous allons les appeler autour d'une table avec les forces vives de la nation pour qu'ils puissent se parler et qu'il y ait une réconciliation vraie pour qu'on puisse avancer. Est-ce que la jeunesse aussi ne doit pas s'impliquer, puisque vous parlez de réconciliation nationale, si vous vous excluez déjà en disant que vous ne devez pas vous mêler de ça? On ne s'exclut pas parce que si on veut revoir les origines de ces fractures sociales, ça date du belle lurette. Nous, notre avenir est devant nous. Nous ne devrons pas prendre parti pris. Nous devrons en tout cas travailler, discuter pour que ces partis-là puissent se parler à cœur ouvert pour qu'on puisse en tout cas mettre dans la main pour que le Burkina Faso puisse avancer. D'accord. Le mouvement Le Réveil, vous parliez tout à l'heure de faire bouger les choses. Voilà, donc le RPR parle de sécurité, emploi, éducation, réconciliation. À votre niveau, à quel niveau, dans quel domaine pensez-vous qu'il faille mettre l'accent? Alors, de façon générale, la région du Sud-Ouest, généralement, c'est une région, nous disons que c'est une région qui a été oubliée. Et dans beaucoup de domaines, si nous venons particulièrement dans le Yoruba, bien que le MPP, dans son programme, parle de vulgarisation en termes d'eau potable, parle de l'accès à la santé pour tous, je parie que ce n'est pas encore une réalité totale au Yoruba. Rien que dans la commune de Guéguéré, par exemple, c'est la plus grande commune du Yoruba. Mais je vous dis que les gens boivent toujours l'eau des marigots. Et c'est déplorable. Vous venez par exemple au CMA de Dano. Il n'y a pas de service de radiographie. Il n'y en a pas. Donc en cas de danger, il faut que nos pauvres parents se déplacent dans le chef de la région à Gawa pour pouvoir gérer ça, cette situation-là. Alors, ce n'est pas encore une réalité. Actuellement, il y a le chômage. Je vous parie que les centres de formation professionnelle là, qui ont été construits par le programme MPP, le bâtiment est là posé à Dano là-bas sans équipement. Alors, on a fait des plaidoiries, on a interpellé nos autorités locales, en l'occurrence notre député actuel et le maire, pour ça, et c'est resté sans suite. C'est la même chose que concernant par exemple le CEMA. Alors, et en plus de cela, il y a les 1000 km de voiries aménagées lancées dernièrement pour les 11 régions. Je parie qu'il n'y a pas le Sud-Ouest dedans même. Alors, pour nous, on connaît le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter des lois. Cependant, et consentir l'impôt. Voilà. Cependant, il peut au moins plaider notre cause souvent à l'Assemblée. Voilà. Interpeller, par exemple, tel ou tel ministre, voilà, telle ou telle chose, voilà, n'est pas au Sud-Ouest. Qu'en dites-vous? Au moins une réponse peut trouver. C'est en pleurant, bien sûr, qu'on peut être mieux écouté. Donc c'est suite à ça, nous allons intervenir, bien sûr. Nous, notre cheval de bataille, c'est de encore retrouver, renforcer, de trouver des lois stratégiques, bien sûr, en ce qui concerne l'éducation, la santé, qui sont des besoins primitifs de base pour la vie quand même. Voilà, pour que, bien que voilà, le gouvernement actuel en a fait, mais il peut encore mieux faire. D'accord. Alors, je vais donc passer la parole au mouvement du peuple pour le progrès, ainsi qu'au PDC. Voilà, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Je dois dire un peu que vous êtes interpellé par rapport à cette situation, puisque vous faites partie de la gouvernance sortante.
Nous sommes en partie interpellés, mais je voudrais d'abord répondre à la première préoccupation pour dire que dans un pays en voie de développement, tout est prioritaire, notamment le secteur de la santé, l'éducation, l'assainissement, le secteur de l'énergie et naturellement le secteur lié à la sécurité dont nul n'est quand même étranger par rapport à ce qui se passe. Et je comprends certainement la préoccupation de monsieur pour ce qu'il exprime qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il y a des endroits où c'est assez difficile en matière de santé. Je voudrais lui dire que c'est vrai que ce n'est pas une réponse, ce n'est pas un dialogue entre individus, mais je voudrais le rassurer en partie qu'à la majorité, c'est vrai que nous avons pendant 5 ans expérimenté la gouvernance. Et a priori, nous n'avons pas la prétention que tout est beau, tout est grand et tout est fort dans notre gouvernance. Et nous n'avons pas non plus, nous ne sommes pas non plus dans la dynamique du déni de la réalité. Mais nous sommes convaincus que beaucoup de choses restent à faire. Mais comme on le dit, il faut apprendre à apprécier le verre à moitié plein. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de la santé, beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'éducation, mais ce qui a en partie freiné nos élans et ce qui n'a pas été très favorable à la réalisation ou à l'atteinte de nos objectifs sur certains points a forcément un lien avec la sécurité, je ne vous apprends pas. En tant que député, je peux dire qu'à toutes les fois qu'il y a des examens liés à des projets de loi qui vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés, que ce soit le Burkinabé qui se trouve au niveau de la Yanya, le Burkinabé de Falangoutou, le Burkinabé du Kadjogo, le Burkinabé le Burkinabé du Sahel, pour ne pas dire le Burkinabé des 4 coins du Burkina et à l'ensemble des 13 régions. Nous sommes préoccupés et nous interpellons toujours le gouvernement par rapport à cela. Mais il faut aussi tenir compte des difficultés que nous avons par rapport à ce qu'il y a des moyens financiers, par rapport aussi à ce qu'il y a pour ce qui concerne la sécurité qui a engrangé beaucoup de moyens. Notre gouvernance n'a pas été du tout facile, nous le reconnaissons, mais cela ne nous excuse pas pour un certain nombre de failles. C'est pourquoi je le disais en début que nous reconnaissons qu'il y a des failles, il y a des limites, mais nous travaillons à corriger cela et cela se passe naturellement par le vote que les Burkinabés vont de nouveau nous accorder afin qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions avoir une majorité forte pour gouverner au niveau de la présidence, mais également avoir une majorité forte au niveau de l'Assemblée dans le sens de pouvoir prendre des lois, pouvoir adopter des projets de loi, adopter des lois qui vont concourir au bien-être de toutes les populations, notamment pour ce qui concerne le secteur de l'éducation. Et surtout, c'est un aspect dont les gens n'en parlent pas, mais moi, comme l'a dit le président du Faso la dernière fois, notre plus grande victoire, c'est la santé mère-enfant. Et ça, vous l'avez affirmé tout à l'heure, les Burkinabés vont vous accorder leur vote, c'est ce que vous avez dit, je vous cite. Nous espérons que les Burkinabés vont nous accorder. Voilà, nous espérons que les Burkinabés vont nous accorder leur vote. Et j'ai l'intime conviction qu'avec ce que nous avons déjà accompli, et avec ce que nous ambitionnons, avec ce que notre programme défile comme et justement, si vous avez encore cette confiance des Burkinabés, qu'est-ce que vous comptez en tout cas retenir comme priorité dès les premiers moments? Dès les premiers moments, la priorité, je ne peux pas me départir de ce que le président du Faso a dit. Nous ne pouvons pas plutôt nous départir de ce que le président du Faso a dit. Dès les premiers moments, c'est aller vers la consolidation et la correction du vivre ensemble entre les Burkinabés. Vous savez, depuis l'insurrection populaire, il y a eu de petites failles et il y a des haines qui ne se sont pas exprimées, il y a des mécontentements qui ne se sont pas fait sentir. Il y a des guéguerres entre partisans, il y a des guéguerres entre majorité et opposition. Notre priorité, c'est aller au dialogue avec l'ensemble des Burkinabés pour qu'ensemble, on se remette ensemble autour d'un même plat, pour que l'État-nation soit enfin
une réalité au Burkina Faso. D'accord, le PDC. Oui, merci. Tout à l'heure, je souriais quand j'entendais donc le frère du Yoba égrener effectivement les difficultés. Ce sont des difficultés qui sont connues, ce sont des difficultés qui sont sues. C'est en réalité un condensé de 60 ans d'indépendance. Ce n'est pas imputable à 5 ans de gouvernance donc, du président Kaboré. C'est-à-dire qu'en son temps, les politiques publiques ne se sont pas focalisées sur un certain nombre d'aspects, faisant de telle sorte que nous sommes dans un perpétuel recommencement. Nous sommes toujours en train de nous plaindre des mêmes choses. Autrement, si les politiques publiques avaient été effectivement bien pensées, bien organisées, l'ensemble des systèmes qui venaient, c'était une suite logique. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'interruptions, il y a eu beaucoup de difficultés. C'est pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas particulier au Burkina Faso. Les pays africains traversent donc cette difficulté-là sur le plan infrastructure routière, de santé et j'en passe. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous allons à l'Assemblée nationale, non pas pour seulement être à l'Assemblée nationale, parce que quand on vous élit, c'est pour créer un gouvernement. Et le gouvernement, c'est en fonction donc d'une majorité d'élus. Donc nous avons un programme qui rejoint entièrement le programme du chef de l'État actuel, M. Rochma Christian Kaboré. Mais chez nous, il y a une particularité que nous ajoutons donc au programme du président. Premièrement, nous estimons, on l'a dit tantôt, c'est la question donc de la paix et la sécurité dans notre pays. Il faut mettre l'accent sur ces deux aspects-là. Et l'autre aspect qui est important et qui va permettre effectivement la paix et la sécurité, c'est la question donc de la réconciliation nationale. Vous savez, quand un mur se fend, on y trouve tous les cancres là. Ça fait qu'il y a des difficultés. Il faut que pour les prochains gouvernements que nous allons constituer, si le peuple nous accorde leur voix, c'est de nous atteler effectivement dans ce domaine-là. Il y a un aspect qui est important et qui se trouve également dans le programme du président, c'est la question de la décentralisation. Voyez-vous, je parlais tantôt de politique publique. Quand les politiques publiques sont faites en fonction de l'ensemble du territoire, il y a la difficulté que l'on ne puisse pas cerner les spécificités de chaque localité. C'est pourquoi nous avons estimé, et le président Kaboré l'a dit, qu'il faut mettre un accent particulier sur la décentralisation, la décentralisation, en transférant effectivement l'ensemble des ressources et des compétences vers les populations à la base. Quand vous prenez une région ou bien quand vous prenez une mairie, ces mairies-là doivent pouvoir s'occuper de l'ensemble des blocs transférés, c'est-à-dire les compétences que l'État se dessaisit pour ces personnes-là. Le maire doit être premièrement comptable, effectivement, des questions sanitaires. Il y a un transfert de ce bloc-là, des questions d'éducation. Il faut créer une fonction publique territoriale forte avec l'ensemble des compétences. De là va découler un aspect important qui se trouve être la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Ceux qui sont au sud-ouest, quelle est la particularité du sud-ouest? Qu'est-ce qu'on peut donner et quelle formation, quelle éducation on peut donner aux jeunes du sud-ouest? Ça, par exemple, ça peut être résolu dans le cadre donc, de la décentralisation. Alors, je ne vous coupe pas la parole, mais il faut dire qu'au niveau des structures décentralisées, le problème qui se pose de façon récurrente aussi, c'est celui de la mobilisation des ressources. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que dans le programme du président, on fera de telle sorte, effectivement, que le transfert des ressources puisse suivre, parce qu'il y a le transfert des ressources et des compétences. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'intellectuels visent seulement la fonction publique nationale. De telle sorte que, vous prenez par exemple un État, la France, vous prenez seulement la ville de Lyon, qui est une collectivité territoriale, vous trouvez à l'intérieur tout ce que vous avez comme compétences au niveau national. Ils ont des ingénieurs en aménagement du territoire, ils ont des ingénieurs en question médicale, ils ont toutes les compétences. Donc de plus en plus, nous pensons et nous allons mettre l'accent sur le fait que tous les intellectuels, toutes les compétences puissent revenir à un certain niveau pour
porter effectivement, travailler directement avec les populations en milieu rural. Et quand il parle donc, le président parle de la réforme de l'État et du redimensionnement des services publics, c'est un des aspects. Donc je pense que le bilan globalement de la majorité sortante est largement positif, compte tenu d'ailleurs du contexte, qui n'est pas un contexte particulier au Burkina Faso, c'est un contexte sous-régional, c'est un contexte international. La question du terrorisme, la question de l'instabilité, la question de la paix. Donc je pense que pour notre part, au niveau du PDC, sans pour autant jeter des fleurs, parce qu'il y a eu des insuffisances, nous disons d'une manière ferme que n'eût été cette gouvernance empreinte d'abord de sagesse, empreinte de retenue, les acquis aujourd'hui allaient être un peu plus hypothéqués parce que nous venons de loin. Ok, alors on va permettre aussi à la NAFA de nous dire un mot. Qu'est-ce qui retient votre attention? Écoutez, déjà, ce qui, je ne dirais pas met en colère, mais en tout cas indigne, c'est quand on entend que le bilan des 5 dernières années est largement positif. Vous voyez... Alors vous savez que les appréciations, non, je comprends très bien. sont toujours subjectives. Je comprends très bien. Mais pour qui vit au Burkina, en fait, c'est assez difficile à entendre. Vous voyez, pendant qu'on boit de l'eau dans les marigots, pendant que dans les CSPS, il n'y a absolument rien, j'entends parler de Thomas Sankara. Je pense que c'est sublime, hein, c'est extraordinaire. Mais vous voyez, à la NAFA, on se dit une chose. Vous savez, moi, en tant que candidat, dans le Kadiogo, on touche énormément de personnes, mais il y a une constante qui revient. Le rôle du député aussi, là, en tant que porte-parole de la population, c'est de faire en sorte que sa population ne soit pas humiliée constamment, ne soit pas la risée des autres peuples là. Pourquoi je parle de ça? Quand on nous parle de Thomas Sankara aujourd'hui, on nous explique les vertus et tout qu'il y a autour du personnage. Il y en a même aujourd'hui qui nous expliquent que les 5 dernières années là, la majorité sortante, c'est la concrétisation du rêve de Thomas Sankara. Mais écoutez, moi j'ai participé à l'insurrection populaire. Pourquoi? Parce qu'on estimait que la manière dont on gère nos ressources là, la représentante, ma chère amie du MPP, a expliqué que dans ce pays-là, il y a beaucoup de priorités. Tout est prioritaire, mais justement, quand c'est prioritaire, on gère bien le peu qu'on a là. L'insurrection là, nous on l'a fait parce que les biens n'étaient pas bien gérés. Il y avait beaucoup, certains, le professeur Laurent Badou a parlé de vous voler ensemble avec Blaise. Mais une des raisons de cette mauvaise gestion là, c'était le fait que chaque année, dans le budget de l'État, le président a le droit de prendre un montant qu'il gère à sa seule discrétion, qu'on appelle caisse noire. Qu'est-ce que vous comptez ce qu'on va faire, sur quel domaine, dans quel secteur? C'est dans le domaine de la gestion pour permettre justement qu'il y ait plus... à l'Assemblée pour permettre de faire bouger les choses. Parce que les choses bougent aussi par les lois qui sont votées. À l'Assemblée, justement, que quelque chose d'inouï s'est passé durant les 5 dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là à boire de l'eau dans les marigots. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Mais c'est parce que quand... En 2014, le président Compaoré avait le droit de prendre 11 milliards dans la caisse, comme caisse noire, pour gérer à sa seule discrétion. En 2019, le MPP a eu le droit d'enlever 200 milliards dans la caisse noire. Les financiers ont publié les chiffres, tout le monde peut vérifier, pour gérer à sa seule discrétion. Alors, après, on ne peut pas ne pas boire l'eau dans les marigots. On ne peut pas après, et c'est des députés à l'Assemblée qui ont levé leurs mains pour permettre que ça se passe. Mais madame, 200 milliards, c'est l'équivalent du double du pays, du budget de l'État sous Thomas Sankara. Mais vous savez que quand les députés lèvent leur loi à l'Assemblée, ce ne sont pas que les députés MPP. Ce sont les représentants du peuple burkinabé. D'où l'urgence, mais ceux qui ont la majorité actuellement, qui ont permis que ça se passe, d'où l'urgence aujourd'hui de dire qu'il est important de pouvoir donc changer de majorité et de créer une nouvelle ambiance au sein donc du Parlement burkinabé. Pourquoi je dis ça? Alors vous allez travailler à la transparence au niveau de la gestion des finances publiques. Tout à fait. Alors sur quel domaine également est-ce que la NAFA compte se pencher? Alors, il a été question tout de suite là de cohésion sociale. Mais vous voyez, quand on parle de cohésion sociale, pourquoi la cohésion sociale aujourd'hui, on a un problème à ce niveau-là? Mais c'est parce que aujourd'hui, le dirigeant ne respecte pas la parole donnée, ne respecte pas sa signature. Si nous, à l'Assemblée demain, nous avons la possibilité
d'adopter des lois qui contraignent l'exécutif à se soumettre à sa propre signature, à respecter la parole donnée, je pense que les syndicats même vont aller dans ce sens-là. Parce que sinon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre des engagements et vous reprochez donc aux partenaires sociaux, eux, qui doivent donc se soumettre donc à l'autorité, mais en face, l'autorité ne se sent pas obligée de se soumettre. Et ça fait que, ça crée donc une frustration et une ambiance incroyable qui fait que vous ne pouvez pas avoir cette cohésion demandée là. Et il y a une restriction comme ça de liberté au niveau syndical donc, qui se produit donc depuis 5 ans et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là à se demander comment on va procéder. Vous savez, il y a un exemple précis que je vais vous donner à ce niveau-là. Il y a une entreprise actuellement au Burkina Faso qui est l'Office national des télécommunications, l'ONATEL. Quand cette société a été vendue, on a estimé, en disant aux travailleurs, comme vous avez quand même mouillé le maillot pendant toutes ces années-là, l'État vend plus de la moitié, on récupère 140 milliards, seulement on vous reverse 6% des parts pour que aussi vous puissiez éventuellement en avoir pour votre compte. Mais une fois que les 140 milliards sont rentrés, les travailleurs n'ont eu aucun franc. Et en deuxième lieu, il n'était plus question de donner les 6% parce que. Et au finish, il leur a demandé aujourd'hui maintenant de sortir quelques milliards pour pouvoir rentrer en possession donc, de ces 6%-là. Et aujourd'hui, vous voulez maintenant que ces mêmes-là ne soient pas frustrés et qu'ils soient assis tranquillement et qu'ils respectent donc l'autorité. Donc vous voyez, toutes ces contestations-là ont abaissé l'État aujourd'hui au Burkina Faso. Et c'est ça qui crée toute cette défiance-là. Si nous, au Parlement, demain, on a la possibilité de contraindre par une loi l'autorité à se soumettre à ses propres engagements, je pense qu'on va avoir un pays mais qui est beaucoup plus vivable en fait pour tous. D'accord. Alors, vous avez des récriminations, donc, ça, vous avez des messages à faire passer. Oui. Quelle est votre stratégie justement pour conquérir l'électorat, pour faire passer ces messages, pour vous faire comprendre et convaincre? Alors, au début, j'ai expliqué que nous avons fait la plupart des villages donc, du Kadiogo et on écoute énormément. Et un truc, soit dit en passant, il n'y a vraiment pas de route pour rentrer dans ces localités-là. Il n'y a vraiment pas de route. Je ne sais vraiment pas où sont les routes, mais il n'y a pas de route pour aller là-bas. Et c'est très très compliqué. Maintenant, quand on y va, on écoute les gens, parce qu'un porte-parole doit écouter énormément. Tu écoutes, et une fois maintenant en place, tu essaies d'agir et d'être en phase avec les gens que tu représentes. Et si tu n'as pas, tu ne sais pas à quel rythme bat le cœur de ceux que tu représentes, mais tu ne peux pas. Tu ne peux qu'aller en fonction donc des intérêts inavoués. Tu lèves ta main et tu accordes des privilèges mais incroyables. Et une des choses qui ont été faites à l'Assemblée dernièrement et qui parle aujourd'hui à la jeunesse, beaucoup ont parlé de créer des emplois. Mais écoutez, un des freins aujourd'hui pour l'emploi au Burkina Faso, c'est le Code du travail. Là. Ce Code du travail là a été adopté à l'Assemblée nationale et ce Code du travail là permet aujourd'hui à des gens que nous on a rencontrés qui ont des contrats de 1 mois, comme ça depuis 10 ans. Un jeune étudiant qui vient de finir, qui a sa copine à côté, qui espère qu'il va parler mariage, mais il ne peut pas parler mariage. Parce qu'un contrat de ce genre-là, il ne peut pas aller en banque pour prendre un prêt, il ne peut pas construire un foyer, on le met dans une précarité, mais ça c'est de l'esclavagisme. Moi je ne comprends pas comment des représentants peuvent lever la main comme ça et cautionner de tels documents pour ensuite livrer la population. C'est peut-être pour éviter ce genre de situation qu'il y a l'encouragement aussi à aller vers l'entrepreneuriat. Oui, mais il y a l'urgence aussi même de renouveler même le personnel du député à l'Assemblée nationale. Et la majorité actuelle là, je pense qu'il faut que ça prenne un terme dans 20 jours. Parce que dans 20 jours, en réalité, le Burkina Faso peut rentrer dans une nouvelle dimension. L'ambiance même au niveau du Parlement même peut changer. On se rend vraiment compte que la NAFA a un gros sur le cœur. De nous faire confiance pour régler ces situations-là. D'accord. Parce qu'il y a vraiment une situation qui est ubuesque. Et chacun comprendra qu'en réalité, l'urgence aujourd'hui, là, c'est de ne pas de dire le bilan actuel, ce n'est pas les 5 ans, on ne peut pas tout faire. Mais écoutez, les gens sont là depuis 35 ans. Ce n'est pas il y a 5 ans qu'on a commencé. Vous vous êtes amplement fait comprendre, ne vous inquiétez pas, monsieur Bado. Alors, monsieur du PDC, oui, allez-y. Oui, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Mais il ne faut pas que ça tourne à... Je veux revenir juste pour dire qu'effectivement, si je disais tantôt, les politiques publiques depuis 60 ans posent des problèmes en Afrique. Alors, le camarade Lanafa ici a parlé donc de privatisation. Or, les privatisations, ce n'est pas le fait du régime actuel. Les privatisations sont faites dans les années 96-97. Nous vivons aujourd'hui les conséquences de l'ensemble des politiques publiques. Vous savez, René Dumont disait « l'Afrique noire est mal partie ». Il le disait bien à propos.
C'est la réalité aujourd'hui, et c'est pourquoi nous avons dit tantôt qu'il faut former les jeunes au niveau du PDC. Il faut former les jeunes, il faut accompagner les jeunes pour faire une passation de témoins avec un certain nombre de principes et de valeurs. Parce que vous voyez, et on parle tout à l'heure de contrat d'1 an. Le Code du travail a été adopté depuis longtemps. Il y a un combat, effectivement, pour qu'il puisse être amélioré. Mais les jeunes doivent pouvoir évoluer. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour les jeunes de parler de contrat d'1 an en pensant à copine, mariage, enfant. C'est ça toute la problématique. Il faut que nous changeons de paradigme, il faut que nous changeons de dimension. C'est faire de telle sorte que les jeunes, en termes donc d'entrepreneuriat, qu'ils puissent effectivement être promus. Et ça, le système essaie de le faire. Et je dis qu'il pourra le faire mieux dans le domaine donc de la décentralisation. D'accord. Alors, Monsieur Sanfo du RPR, je pense qu'on va laisser ce débat comme ça parce que ça tourne à des récriminations, à des réponses et tout. Mais on va avancer dans notre émission parce qu'on est quand même pris par le temps. On a épuisé plus de la moitié du temps qui nous était imparti. On va parler justement de ce que vous comptez mettre en place comme stratégie, ou du moins ce que vous avez mis en place parce que vous êtes déjà sur le terrain pour vous faire entendre à des populations. Comment est-ce que vous comptez convaincre pour arriver à l'Assemblée? Ok, merci beaucoup, madame. Et je pense qu'on va continuer parce que mon ami de la NAFA avait gros sur le cœur, donc ce sont eux qui étaient à la gestion depuis les 27 ans au pouvoir, et en complicité avec le Congrès pour la démocratie et le progrès. Alors, on ne va pas rentrer, on ne va pas refaire l'histoire ou revenir sur ce qui est déjà connu. Voilà, on va avancer dans l'émission. Actuellement, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, nous sommes présents dans 21 provinces avec 15 listes sur le terrain actuellement. Et nous demandons aux patriotes de s'engager, passer le message du renouveau à toute cette population des campagnes et des villes. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie? Actuellement, il faut savoir que notre offre politique est alléchante. Notre offre politique s'intéresse beaucoup plus au monde rural, qui compte plus de 80% de la population, dont les métiers premiers est l'agriculture et l'élevage. Sur le plateau, beaucoup ont parlé de l'administration, ainsi de suite, mais oubliez cet aspect-là. C'est ce monde-là qui constitue l'électorat. Donc, notre vision est orientée pour le bien-être de cette population. Il faut qu'on leur dote des moyens, dès qu'on accède à l'Assemblée nationale, qu'on puisse, en tout cas, nous sommes partis de l'Alliance des partis politiques, pour la majorité. Nous allons faire des propositions au gouvernement. Nous allons, sur le terrain, accompagner cette population pour l'auto-emploi et également soutenir les petits commerçants qui sont sur les marchés. Le secteur informel. Le secteur informel. Okay. Et également, il y a le dernier volet, c'est le système sanitaire. Nous sommes tous d'accord que la politique de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes constitue un ouf de soulagement pour la population burkinabé, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous êtes sans savoir qu'il y a des centres de santé où il n'y a pratiquement pas de consommables, il n'y a pas de matériel pour prendre en charge cette population. Nous demandons à ce qu'on puisse en tout cas doter plus de moyens au système sanitaire et également former beaucoup plus de personnel, parce qu'on a du personnel qualifié également au Burkina Faso. Au lieu qu'on passe le temps à aller se soigner à l'extérieur, pourtant on a le nécessaire sur le sol burkinabé. Il faut qu'on envoie le matériel nécessaire pour que ce personnel soignant-là puisse en tout cas faire le travail comme il se doit. Et pour terminer, il faut savoir que l'élevage également est un volet qui compte pour le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Nous comptons en tout cas, dès qu'on accède, qu'on puisse en tout cas former en entrepreneuriat, élevage pour cette jeunesse-là, pour qu'ils ne pensent pas aller dans les maquis ou dans les bars, mais c'est eux qui constituent le fer de lance du développement en fait de notre nation. D'accord. Alors, pour le RMB, le Rassemblement des Mains Blanches, vous qui êtes nouveau également, si j'ai bien compris, dans l'arène politique. Évidemment. Voilà. Comment est-ce que vous comptez convaincre la population?
Nous savions qu'au Burkina Faso, nous avons presque 80% de personnes qui ne sont pas instruites dans l'alphabet, qui se battent vaille que vaille dans l'agriculture et dans l'élevage. Et particulièrement, moi, je suis ressortissant de la province du Nord, de la région du Nord et particulièrement de la province du Yatenga, d'où nous savons qu'il manque sérieusement d'eau parce qu'il ne pleut pas abondamment là-bas. Nous avions vu que depuis les barrages des années indépendantes, le Yatenga manque suffisamment d'eau et les 5 ans de son excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, a permis qu'on puisse avoir un barrage, le barrage qui va vers Séguénéga et autres. Mais nous allons attirer l'attention pour que dès 2020, à l'Assemblée nationale, lorsque nous serons élus, le rassemblement des Mains Blanches sera élu, aura des députés à l'Assemblée nationale. Nous allons tout faire pour qu'on puisse nous cuver les barrages qui sont dans le nord, particulièrement le barrage de Kanazoé et de Gouéré. Et aussi tout faire pour mettre en œuvre un nouveau barrage pour que ces agriculteurs, ces personnes qui vivent de cela et qui nourrissent le Burkina Faso puissent avoir d'autres barrages pour pouvoir vaquer librement à leurs travaux champêtres. Et en dehors de cela, il y a le problème des routes. Les routes, donc, la région du Nord a eu 12 km promises par le régime que nous tous nous soutenons et que nous savions que le président Roch Marc Christian Kaboré va passer à ces élections haut les mains, mais que juste après, que nous puissions avoir le maximum de jeunes députés et que nous ne laissons pas le MPP seul aller avec la majorité parce que nous serons encore lésés. Donc nous allons travailler, avoir des députés pour coincer le président Roch Marc Christian et le soutenir avec nous aussi nos initiatives et nos idées pour que l'Assemblée nationale puisse être métissée. Donc de cela, nous allons pouvoir vaillamment défendre les idées que nous avions pour que nous puissions avoir des routes. Et si vous remarquez dans le Kadiogo aussi ici, moi j'habite Tampoui, je ne vais pas venir sur ces plateaux sans parler de ma zone. J'habite Tampoui et vous voyez après l'échangeur du Nord, la route qui mène de Tampoui jusqu'au péage, vraiment elle est petite, il y a trop d'accidents, il y a trop de morts. Une fois que je serai à l'Assemblée nationale, je vais tout faire que, bien sûr, paraît-il que la route est en étude, qu'on accélère puisque nous puissions avoir une route à 2 voies pour aller jusqu'au péage qui va vers la sortie du Yatenga. Donc, en dehors de cela aussi, il y a le problème très sérieux de la jeunesse. Nous avions une jeunesse qui s'est abandonnée, qui est dépitée et qui s'adonne à l'alcoolisme pathologique, vraiment, qui n'a plus de nom, qui perd de repères et qui ne se retrouve pas, qui se donne au découragement. Nous allons demander à la jeunesse de se mettre debout, de se lever et de travailler parce que personne ne viendra nous sauver, personne ne viendra faire quelque chose à notre place. Le président Roch Marc Christian Kaboré ne viendra pas nous sortir de nos maisons pour nous dire que non, voici, allez-y, donnez-vous le bonheur, voici, c'est la vie, c'est l'Eldorado, prenez. Non, c'est nous qui devrons créer notre Eldorado. Et il y a l'entrepreneuriat que nous allons demander, que nous allons proposer à la jeunesse, à chacun, là où il est, d'oser entreprendre, de créer, de mettre en valeur ce qu'il a comme dynamisme, ce qu'il a comme initiative. Et nous allons les accompagner avec des ambitions et aussi des initiatives. Donc, c'est ce que nous avions à proposer. Je vais passer la parole au mouvement du peuple pour le progrès qui a une fois de plus besoin du vote de confiance des Burkinabés. Bien sûr. Et je vous remercie et j'ai foi que les Burkinabés vont de nouveau nous accorder leur confiance. Et je voudrais juste, si vous le permettez, rappeler à nos amis que un programme de société, ce n'est pas de la plainte, ce ne sont pas des complaintes, ce ne sont pas des lamentations. Un programme de société, c'est voir dans quelle mesure on peut apporter quelque chose pour changer le quotidien de chaque Burkinabé. Et cela, à travers aussi des hommes et des femmes qui travaillent, des hommes et des femmes qui se sont mis à la tâche nuit et jour pour nous sortir quelque chose. Et je pense que cette chose qu'on nous sort là, ça c'est le programme de société de notre candidat. Nous avons foi que ce ne sont pas des lamentations, ce ne sont pas des plaintes qui vont changer des choses. Non, mais c'est peut-être juste une façon de faire les manquements, oui, mais les manquements, s'appuyer sur un manquement, ce n'est pas un programme de société. On s'appuie, on égrène ce qu'on a envie de faire, on égrène les ambitions que porte son candidat. Bref, c'est pour dire que pour ce qui concerne nos stratégies, nous avons l'habitude de le dire, notre bilan
c'est notre Bible. Notre bilan des 5 années, c'est notre Coran. Notre bilan des 5 années, c'est, pour ne pas dire la Torah, notre bilan, c'est en fait l'emblème qui va constituer notre stratégie. Parce que nous sommes restés à la tâche. En 5 ans, nous avons construit. En 5 ans, nous avons bâti. En 5 ans, nous avons accompagné des projets et des programmes de développement. En 5 ans, nous sommes allés apporter des solutions. Nous avons tenté, bien que mal, de satisfaire à la forte demande des uns et des autres pour qu'ensemble, nous puissions, comme on le dit, aspirer à un avenir meilleur. C'est sur ces bases-là, c'est sur la base de notre bilan que nous allons une fois de plus plébisciter la confiance du peuple. Je ne peux pas égrener de bout en bout ce que nous allons faire. C'est vrai que la campagne a commencé. Les stratégies parfois de mobilisation de l'électeur restent à la discrétion du parti politique. Mais pour ce qui nous concerne, le bilan est déjà un programme. C'est pourquoi vous avez certainement remarqué, nous ne sommes plus, même sur les réseaux sociaux, nous ne sommes plus dans la dynamique de la défensive, nous ne sommes plus dans la dynamique de répondre aux attaques. Nous pensons que nous avons suffisamment fait pour défendre cette cause-là, qu'avec ce que nous avons dans notre programme, notamment pour ce qui concerne les grands défis et au niveau d'un certain nombre de secteurs, cela est déjà suffisant pour que le peuple nous accorde sa voix. Et cela, la redynamisation de ces grands défis, notamment pour ce qui concerne le secteur minier, le secteur agricole, le secteur de l'artisanat, le secteur de l'éducation, le secteur industriel, et j'en passe. Ce sont des défis que nous allons pouvoir relever si nous avons une majorité forte à l'Assemblée nationale, parce que ça se fait à travers des textes, des réformes, pour changer positivement les choses, comme j'ai l'habitude de le dire. D'accord. Alors, nos amis du Yoba, alors qu'est-ce qui est fait au niveau du mouvement Le Réveil? Je suppose que vous êtes déjà sur le terrain depuis l'ouverture des campagnes. Ah oui, nous sommes déjà sur le terrain depuis même la pré-campagne. Alors, nous voulons rompre avec les partis politiques en réalité. C'est notre objectif même. Parce que il y a des décennies de cela, c'est soit le MPP, soit le CDP, voilà, qui ont géré par exemple la municipalité et aussi bien les législatives au niveau de la province. Cependant, c'est toujours le même discours. Voilà. Et nous, dans nos cas de rencontre, on s'est dit que c'est inadmissible quand même que les problèmes dont j'ai cité tout à l'heure soit encore un problème encore au Yoba. Alors, on a interpellé qui de droit, c'est-à-dire les autorités locales, mais c'est resté sans suite. Alors, il y a des députés, souvent à l'hémicycle, que j'admire. Parce que quand ils sont là, ils parlent pour leur région, ils parlent pour leur province. Mais, dans le cas du Yoba, il reste silencieux. Voilà. Donc, nous voulons être, nous jeunes du Yoba, au centre vraiment du développement du Yoba. Alors, pour cela, nous invitons vraiment. La stratégie est simple chez nous. Hein. On dit bien, il faut t'aider avant qu'on ne t'aide. Donc, dans tous les villages, on allait rencontrer les jeunes et leur dire de se mobiliser pour la cause de leur village et de leur commune. Alors, tout ce qu'il y a comme problème là, nous allons le traduire, bien sûr, en projet de développement. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais il y a des personnes ressources. Voilà. Il y a des bailleurs de fonds. On peut faire des plaidoiries pour que quelque chose vienne dans notre province. C'est comme ça que nous pensons mener un peu notre lutte. Voilà. Et vraiment la question de l'éducation, la santé, le droit à l'eau potable, ça, en termes de projet de loi que nous allons certainement voilà, traduire au niveau de l'hémicycle, bien sûr. Sur ces 3 domaines, en tout cas, il y a beaucoup à faire. Et actuellement, il y a une cellule là, qui est en train de diagnostiquer, bien sûr, tout ce qu'il y a comme petits problèmes. Et voilà, de base quand même, dans la province. Et
nous allons voir comment nous allons nous débrouiller. D'accord. Alors, on m'informe qu'il nous reste juste 5 minutes. Le temps est allé très vite. Je vais juste permettre à chacun de dire un mot avant qu'on ne referme cette édition. On va y aller avec nos amis de la NAFA. D'accord. Alors, moi, je voulais juste traduire vraiment mon admiration pour mon ami du Yoruba, pour la vision, en tout cas, que vous avez pour cette région-là. En tout cas, moi, je suis vraiment admiratif. Alors, je vais juste rapidement, mais en 1 minute, dire que, en termes de propositions, une des propositions qu'un député, en tout cas en tant que porte-parole de la population, pourrait faire, vous savez, c'est le sujet explosif donc, du foncier. Nous, à la NAFA, on pense que si aujourd'hui on a le réflexe d'informatiser l'ensemble du fichier du foncier au Burkina Faso, on pourra savoir à n'importe quel moment qui a combien de parcelles au Burkina Faso, quelle parcelle est au nom de qui. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas les scandales dernièrement où une seule personne peut avoir 2000 parcelles à son nom, par exemple. Et à côté de ça, on propose que si un jeune va à la mairie pour se marier, vu le nombre de mariages, on a étudié le sujet, la mairie pourrait lui garantir un PUH, afin de permettre même déjà à cette famille-là d'être assise sur une base solide. Ça, c'est maintenant à condition, bien sûr, qu'il n'ait pas déjà un terrain à son nom. Voilà. Maintenant, la deuxième option, la deuxième proposition rapidement, comme on est vraiment à la fin, c'est de dire, quand on parle donc de, comme première priorité, c'est renforcer notre vivre ensemble après les élections, nous on ne veut prendre aucun risque à la NAFA. Il faut qu'on y aille vraiment très vite. On se dit que pour réussir le vivre ensemble là, il faut qu'il n'y ait pas d'élection, il faut mettre un terme à cette majorité-là et la réconciliation se fera automatiquement. D'accord. Alors, tout simplement. Ok, merci. Monsieur Benao du PDC. Oui, pour la stratégie, nous sommes partis effectivement de la Constitution qui dit que les partis politiques concourent donc à l'animation de la vie politique et à la conscientisation. Donc pour la stratégie, il s'agit effectivement de voir, on est d'abord parti sur le choix de nos candidats. Nos candidats sont majoritairement des femmes que nous avons positionnées, des leaders d'opinion du monde rural et les autres compétences. Donc ce choix, c'est déjà une stratégie qui permet effectivement de donner quelle est la vision que nous avons de la gouvernance que nous aurons si nous avons le pouvoir. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous seulement de parler d'aller s'asseoir à l'Assemblée. Nous envisageons, on en déplaise donc au MPP, de prendre les 127 sièges et de constituer un gouvernement et de mettre en œuvre un certain nombre de programmes. Donc, pour nous, quand nous travaillons, c'est une campagne de proximité. Et j'explique en disant que comme la Constitution dit qu'on va... J'explique parce que la conscientisation, il s'agit effectivement, au-delà du programme, de notre programme, au-delà du programme de notre candidat au présidentiel, c'est de recueillir effectivement directement auprès des populations leurs préoccupations. Parce que c'est facile, effectivement, et de dresser un livre blanc. On va permettre au rassemblement des mains blanches. Je voudrais appeler toutes les couches burkinabées de voter massivement le rassemblement des mains blanches, qui est un parti d'avenir, un parti des jeunes, un parti qui se soucie du bien-être de Burkinabé lambda, et surtout les personnes qui résident dans les non-lotis, de rester les mains croisées, que nous n'allons pas vous oublier. Lorsque nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons vaille que vaille travailler afin que le réseau d'habitation qui est géré par les immobiliers puisse prendre finalement fin, et que ces habitants des zones non-lotis qui rêvent d'avoir une habitation puissent l'avoir, et nous allons vaille que vaille défendre cette cause à l'Assemblée nationale. Monsieur Salam Sawadou, merci. Le RPR de Kassoum Sanfo. Je m'adresse à tous citoyens, aux militants et militantes et sympathisants de l'Assemblement des Patriotes pour le Renouveau, de prendre le terrain politique, d'activer tous les leviers pour que au soir du 22 novembre, nous ayons des victoires au-delà de nos attentes. Et voter